L'accalmie boursière pour les banques semble se confirmer encore aujourd'hui. Pour autant, le secteur bancaire est-il totalement, définitivement sorti de la zone de turbulence? On en parle avec vous, Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour David. Économiste et président du cabinet PrimeView. Crédit Suisse donc est a priori sauvé, vendu à vil prix pour une bouchée de pain, son grand rival, ça on l'a commenté. Le Trésor américain, on en a parlé juste avant avec Alain Minc, qui s'engage à protéger quasiment intégralement les dépôts des petites banques si nécessaire. On se dit que le retour au calme, a priori, peut être durable ou pas? Alors, cette séquence-là, pour nous, elle est vraiment marquante de la fin quand même d'un épisode qui a probablement été ouvert au mois d'octobre dernier, celui du grand soulagement associé au fait que les thématiques inflationnistes étaient derrière nous. Donc je vais balayer, en fait, votre question est intéressante, comme souvent d'ailleurs, David. Tant mieux pour vous, et restez comme ça. Cette question, en fait, du risque systémique, effectivement, on peut la balayer. Il était évoqué la très grande réactivité des autorités, qu'elles soient américaines ou suisses, pour gérer une problématique en fait de bank run, de panique bancaire qui pourrait amener à un risque systémique qui se diffuserait comme une traînée de poudre, comme à l'image de 2007-2008. Heureusement, on apprend quand même de l'expérience, c'est pas ce qu'on vit, c'est ce qu'on fait de ce qu'on vit. Et là, les autorités monétaires nous montrent qu'elles sont bien plus réactives face à une problématique de risque systémique bancaire. Donc on va donc tous les pare-feux possibles et imaginables ont été comme instaurés. d'habitude, finalement, les banques ou les banques centrales se positionnent comme assureurs en dernier recours. Voilà, acheteurs en dernier recours, assureurs en toutes circonstances. S'il y a un problème, je suis là. Jusqu'à même garantir, c'est effectif, garantir des dépôts de manière illimitée, ce qui évidemment aux États-Unis à terme n'a pas de sens parce que ça crée un aléa de moralité évident. Bon, mais on ne va pas y revenir là-dessus. Mais ça, c'est le sujet en fait de court terme, de tactique, de risque bancaire qui se diffuserait et nous amènerait vers un infarctus. Parce que c'est ça le sujet en fait. Est-ce qu'on rentrait dans un infarctus, avoir une chute brutale où la confiance disparaît en totalité, les gens veulent récupérer leur pognon pour ensuite derrière aller mettre sous l'oreiller pour éviter en fait, parce que plus personne ne se fait confiance, ça c'est probablement réglé. Par contre, il faut comprendre que, et pourquoi je parle de la fin d'un épisode qu'on datera d'octobre jusqu'à octobre 2022 jusqu'à mars 2023, c'est qu'on était dans un temps durant lequel, en fait, les investisseurs ont été rassurés parce qu'ils deviennent convaincus que la thématique inflationniste est quand même grosso modo derrière nous, et c'est celle qui nous a fait mal et peur en 2022, et que pour le moment, et pendant un temps, on n'a pas eu de dégradation des données économiques. L'économie réelle ne nous a pas donné de symptômes de vrai ralentissement. Ce qui est intéressant dans l'épisode qu'on vient de vivre au cours des 10 derniers jours, c'est qu'on rentre probablement dans le temps où l'économie réelle va commencer à supporter les conséquences des dégradations des conditions de financement qui ont été orchestrées depuis l'année dernière. Et je vais vous donner un chiffre. Et c'est là où c'est compliqué quand on fait nos métiers. Le temps des marchés financiers n'est pas celui de l'économie réelle. Le temps des marchés financiers, c'est vous avez une crainte, vous prenez votre argent d'un actif, vous le sortez pour aller le mettre sur un autre actif. Le temps de l'économie réelle, c'est quoi? C'est nous. C'est nous en tant que ménage, c'est nous en tant qu'entreprise. Et donc, la manière dont on agit, dont on se comporte en tant que consommateur ou en tant qu'investisseur lorsqu'on est entrepreneur ou même ménage, eh bien, on n'est pas des hors-bords, on est plutôt des paquebots. Et je vais vous donner un chiffre important à garder en tête. Est-ce que vous savez combien de temps il faut pour que l'économie réelle, véritablement, change de comportement par rapport en fait, à la date de départ de l'augmentation des taux directeurs d'une banque centrale? 12 à 18 mois. 12 à 18 mois. Quelle est la date de la première hausse des taux directeurs aux États-Unis? Mars 2022. On est en mars 2023. En Europe, on est plutôt sur le mois de juillet. C'est ça qui est important de bien comprendre, c'est qu'en réalité, l'absence de réaction de l'économie réelle, l'absence de réaction en fait, des consommateurs, des ménages, l'absence de réaction d'investisseurs. C'est quoi avec les banques? Mais je vais vous expliquer, c'est qu'en fait, nous rentrons dans le temps où ce n'est pas un risque systémique qu'il va falloir appréhender. C'est un risque de crédit. Un risque de crédit. Qu'est-ce que c'est 2007-2008? Ce n'est pas qu'un risque bancaire, c'est aussi le fait que les taux de défaut sur, à l'époque, le financement immobilier, était resté à 0,5 ou 1% pendant 10 ans, et du coup, les gens considéraient ça comme acquis. Et quand le taux de défaut passe de 0,5 à 20, eh bien, naturellement, là, on est en difficulté. Donc, à votre question de risque systémique bancaire, est-ce qu'on est à la veille d'un infarctus associé à cela? Non, parce qu'on administre, en fait, la finance et l'économie aujourd'hui. Et donc, la Banque centrale a dit non, ça ne se produira pas. Maintenant, il n'empêche qu'une banque qui a un portefeuille de crédit qui fonctionnait ou paraissait bon dans un temps où la conjoncture était bien orientée, eh bien, va probablement révéler sa faiblesse avec des taux de défaut qui commencent déjà à augmenter sur des crédits auto, sur des crédits à la consommation. Donc on en est déjà au prémices. Donc pour nous, c'est peut-être pas la fin des turbulences sur les banques, mais pour d'autres raisons, pas pour des raisons de confiance, de bank run. Exactement. Donc non, ça devrait... Alors attention,
la notion de bank run, elle ne sera pas associée au fait que les gens veulent... Mais quand vous allez avoir une banque qui va révéler le fait qu'elle a une exposition en termes de crédit, ou qu'elle n'a pas été assez rigoureuse dans la distribution de crédit et qu'elle a un peu trop distribué, alors même que la solvabilité des acteurs qu'elle a financés n'est pas là, naturellement, vous aurez probablement des difficultés. Et là, j'en viens à un autre élément important à avoir en tête. Attention, on est tous focalisés, comme 2007-2008, sur les banques. Sauf que c'était il y a maintenant 15 ans. Et depuis 15 ans, le monde a un peu changé. Jusqu'en 2007-2008, on va dire que le mode de financement des acteurs économiques, des entreprises, il était beaucoup intermédié par les banques. Les banques s'en chargeaient. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de fonds de private equity, de crédit privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, en fait, et surtout aux États-Unis, sur tout ce qui est... C'est intéressant, la Silicon Valley Bank, elle porte bien son nom. C'est presque un symbole de dire que c'est cette banque-là qui était en difficulté. Pourquoi ? Parce que le modèle économique de beaucoup de startups, c'est quoi ? C'est lever des fonds, soit sous forme de fonds propres, soit sous forme de crédit. Et le brûler, ça s'appelle du cash burning. Le brûler, pourquoi ? Parce que j'investis pour développer et concevoir finalement ma capacité à générer du cash dans le futur. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut des liquidités en abondance. Et qu'est-ce qu'on voit ? On va rentrer dans le temps où la liquidité se raréfie. Et c'est ça le sujet. C'est pas parce que les banques centrales ont fait des accords entre elles et qu'on dit, les gens me disent, oui, mais ça y est, le quantitative tightening, vous savez, la réduction du bilan de la Banque centrale américaine, c'est terminé. Oui, il a réaugmenté, mais ça n'a strictement rien à voir avec une banque centrale qui offre finalement des liquidités aux banques pour éviter un bank run. Ça n'a rien à voir avec une banque centrale qui achète des obligations pour inonder le marché de liquidité. Ça n'a strictement rien à voir, donc ce n'est pas le même impact. Donc le vrai sujet, il est là. Aujourd'hui, une grande partie du financement de l'économie réelle, elle est passée par des acteurs qui ne sont pas régulés. Or, et donc s'il y a un PET, ça pourrait venir de... Eh bien, le ralentissement conjoncturel qui n'est pas de nous, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça a toujours été comme ça. 12 à 18 mois pour que les acteurs ajustent ou s'ajustent. Alors chez certains secteurs, ça va beaucoup plus vite. Le monde de l'immobilier aux US a déjà corrigé de manière assez importante et maintenant c'est les prix qui suivent. Sachez une chose, c'est qu'en Europe, tout à l'heure j'évoquais le fait que les taux ont commencé à monter en juillet 2022. En vérité plutôt en septembre. D'ores et déjà, le monde de la promotion immobilière est en grande difficulté en Europe. On commence à voir en fait les premières faillites. Et tout ce qui tourne autour de l'immobilier de nos côtés commence à être un peu en difficulté. Donc il faut faire attention à cela. C'est que le monde n'est plus celui de 2007-2008. Il est moins intermédiaire. Les banques sont évidemment une pierre angulaire de nos économies, mais on a beaucoup financé à travers des acteurs qui ne sont pas régulés. Et j'interroge le fait, parce que tout à l'heure on évoquait le fait qu'il y a moins de leviers dans les banques, c'est vrai. Mais d'autres ont des leviers qui sont tout aussi importants. Et à force d'avoir vendu du private equity ou même de l'immobilier comme des substituts obligataires, en oubliant le fait que ça pouvait très bien marcher et avoir des jolis rendements, mais aussi moins bien marcher, on peut avoir en fait, parce que le sujet du bank run, c'est d'abord adossé à une notion de confiance. Et on peut avoir aussi une confiance qui s'érode. Et là, j'en reviens en fait à 2007-2008. Vous savez quel est le point de départ de la crise financière en 2007-2008 ? C'est pas en fait des grandes pommes, c'est pas des grosses pertes. C'est, alors je vais pas donner de nom, mais un fonds monétaire en France, un fonds monétaire tilté, si je rapporte les taux directeurs, mais un petit peu plus. C'est ça la promesse. C'est le fait qu'ils avaient promis grosso modo du 2 ou du 3. La banque d'un monde qui change. Et le fait en fait qu'ils aient fait du -1. Vous voyez ? Et c'est ça en fait le début de la crise financière. C'est parce que quand les gens avec un gel ont cru, aussi, avec un gel des fonds. Évidemment, mais c'est de dire que quand vous investissez dans quelque chose, il faut que la promesse qui soit faite soit claire et transparente. Et le fait que les gens, et même pour 3% au lieu de -1, c'est pas très grave. Mais quand vous avez promis, c'est certain, je ne peux pas être négatif et que vous êtes négatif, la promesse est rompue et c'est là où la confiance s'érode. Donc, il ne faut pas être du tout catastrophiste. Effectivement, ce bank run-là est évité parce que les autorités, notamment monétaires, ont gagné en maturité. Donc ça veut dire que la panique ne peut pas repartir de plus belle. Qu'est-ce qui pourrait faire repartir ? Ah ben non, mais là, des taux de défaut. Là, il va falloir des taux de défaut, des acteurs de fonds de private equity, ou des niveaux de valorisation qui ne sont pas les mêmes, sur du crédit privé, sur des fonds obligataires. On l'a déjà évoqué ensemble. Là, pour nous, aujourd'hui, on était vraiment, et c'est encore le cas depuis octobre dernier, on vous dit, c'est une opportunité historique pour les actifs obligataires. Les obligations, c'est vous savez ce que vous mettez, vous savez ce que vous allez toucher. Sauf pendant 10 ans. Sauf risque de crédit. Voilà, oui, sauf risque de crédit. Et pendant 10 ans, les investisseurs ont été privés de cet actif qu'ils adorent par construction et par essence. Et là, pour la première fois depuis 10 ans, en fait, ils peuvent avoir des obligations qui rapportent. Merveilleux. Sauf que ça n'est vrai que pour des émetteurs qui sont sûrs.
Donc la partie souveraine, pas de souci. La partie investment grade, vous savez, c'est les entreprises qui sont bien notées ou dans lesquelles il y a assez peu de risque de défaut, pas de souci. Mais sur la partie high yield, là, attention, on a des niveaux de rendement qui sont clairement en dehors d'une bonne adéquation entre la conjoncture actuelle et ne sont pas assez élevés au vu du risque porté par les banques, les boîtes qui empruntent. Pareil dans l'immobilier. L'immobilier financiarisé, le rendement de 5 ou de 4 ou de 5 qui était formidable quand l'obligataire rapportait rien, du 0 ou 1, formidable. Mais imaginez que l'immobilier puisse rester à 4 ou 5 quand l'obligataire vous rapporte du 4 ou 5, eh bien ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il va y avoir des ajustements de prix obligatoires. C'est-à-dire qu'il faut savoir que de l'immobilier, ça doit rendre, par exemple, 2 à 3% de plus que l'obligataire souverain. C'est comme ça et c'est logique. Parce qu'en gros, le risque que vous prenez à investir dans une classe d'actifs qui n'est pas administré n'est pas le même. Ouais. Et on finit là-dessus juste, donc la panique, il n'y a pas de raison qu'elle reparte, sauf s'il y a des problèmes. Non, il n'y aura pas d'infarctus, mais ça peut plus être la lèpre que l'infarctus. Ah ouais, ce qui n'est pas génial non plus. Comment savoir si d'autres banques, à l'image de SVB, n'auront pas d'énormes pertes dans leur portefeuille obligataire du fait de la remontée des taux d'intérêt des banques centrales? Parce qu'il y a comme un défaut de la gestion active-passive, comme on dit, voilà, et de la gestion de taux d'intérêt par Là, SVB. il y a une inadéquation, donc ça arrive. On est sur les grands acteurs quand même, ils sont quand même très très régulés, ils sont quand même très observés. Donc voilà, sur des banques plus confidentielles comme celle-ci, c'est possible. Sur des grandes banques européennes, ça paraît en fait, c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est vraiment du défaut sur les portefeuilles de crédit. Donc on ne croit pas en fait au fait qu'on va pour le coup lever le couvercle en se disant c'est pas possible et elles sont au bord de la faillite. Voilà, ça c'est pas notre sujet. C'est-à-dire que la régulation européenne a été bien faite. Sur le secteur bancaire, attention, sur le secteur bancaire, mais en gardant bien en tête qu'il y a toute une... C'est très bien, on peut être hyper bon dans un secteur, mais si grosso modo un gros tuyau a été branché par ailleurs et lui on ne l'a pas du tout regardé... On parle du secteur non bancaire, c'est ça? Le secteur non bancaire qui finance l'économie réelle et l'essentiel de tout ce que les gens ont adoré, des startups ou autres, je rappelle, le cash burning, c'est essentiellement financé à travers, pas des banques, mais des fonds. Et les fonds, ils ne font pas que de l'equity, ils font aussi en fait de la dette. Voilà. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.